Crois avoir fait entrer tout le monde dans la salle. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie de votre présence. Je me présente, Maude Grenier-Amel, directrice de la coordination de la prospective énergétique au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je commence en vous rappelant le déroulement du webinaire. Donc, vous allez le voir, le clavardage est désactivé. On vous demande plutôt d'utiliser la fonction questions-réponses pour écrire vos questions que je poserai moi-même à notre invité à la fin de sa présentation. On ne répondra pas forcément à toutes les questions aujourd'hui. Ça va dépendre du temps dont on dispose, mais je vous rassure, on les conserve pour les traiter à travers d'autres webinaires ou à travers d'autres outils d'information. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur la stratégie de développement éolien en lien avec le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, dont on entend beaucoup parler dans les médias depuis son annonce il y a presque un an. Donc, avec son plan d'action 2035, Hydro-Québec met en œuvre des stratégies essentielles pour que le Québec opère sa transition énergétique. Elle doit diversifier à la fois son portefeuille énergétique et son expertise. La filière éolienne devient ainsi un élément névralgique de la réussite de la transition énergétique. En tant qu'institution publique, Hydro-Québec deviendra maître d'œuvre dans la réalisation des projets éoliens à grande échelle, en partenariat avec les Premières Nations et les municipalités. Hydro-Québec jouera un rôle structurant pour fédérer les efforts des différentes parties prenantes et favoriser l'acceptabilité sociale et les retombées collectives de l'expansion de la filière éolienne au Québec. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Camille Perrault, directrice principale développement éolien chez Hydro-Québec. Alors, Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Maude, pour l'introduction. Puis, bien évidemment, merci au MEE pour l'invitation aujourd'hui. Je pense que l'initiative des webinaires dans laquelle la discussion d'aujourd'hui s'inscrit est absolument primordiale. Quand on parle de transition énergétique, on parle souvent de littératie. Donc, il y a un aspect pédagogique là, qui n'est pas à sous-estimer. Donc, des initiatives là, comme celle de cet avant-midi, c'est extrêmement payant et je suis ravie d'avoir l'occasion de participer. Donc, effectivement, je me présente une fois de plus, Camille Perrault, je suis directrice principale au développement éolien chez Hydro-Québec. Ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que je suis dans l'organisation. Auparavant, j'étais dans les fonctions de stratégie d'entreprise. Donc, c'est notamment avec mon équipe qu'on a eu la chance de travailler à l'élaboration du plan d'action 2035. Duquel découle la stratégie de développement éolien dont il va être question pendant les prochaines minutes. Alors, avant qu'on parle de la stratégie elle-même ou encore de l'éolien comme filière, je pense que c'est important, comme Maude vient de le faire brièvement, de revenir un peu sur le contexte. Donc, on entend parler de transition énergétique, on entend parler d'infrastructures de production d'électricité qui vont être à déployer. Mais avant d'aller donc dans le comment on va déployer là, de nouvelles capacités éoliennes, je pense que c'est important de revenir sur le pourquoi. Donc, la raison d'être derrière là, la stratégie de développement éolien. Une chose qui nous surprend parfois, puis je pense que les gens qui sont connectés là, ce matin, vous êtes pour la plupart des gens, évidemment, qui sont intéressés au secteur de l'énergie, donc relativement connaissants par rapport à ce domaine-là, mais qui demeure assez complexe quand même quand on ne s'y intéresse pas au quotidien. Et au Québec, ben, c'est sûr qu'on met souvent de l'avant le fait qu'on est privilégié de par le fait que notre électricité est presque à 100% renouvelable, propre, verte, peu importe comment on veut la qualifier. Mais on oublie trop souvent que ce n'est pas représentatif de l'entièreté de l'énergie qui est consommée au Québec. Donc, moi, j'aime beaucoup la figure qu'on voit à l'écran. Elle est très simple et c'est une image qui est parlante pour nous rappeler qu'il nous reste quand même un bon bout de chemin à faire si on souhaite là, atteindre la carboneutralité, donc diminuer, réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre qui résultent là, de notre consommation d'énergie au Québec. L'image la plus probante, la plus simple à comprendre pour nous tous, c'est par exemple l'essence. Donc l'essence qu'on utilise dans nos voitures, la plupart d'entre nous.
qui est donc une forme d'énergie à base de combustible fossile. Mais c'est vrai, pas uniquement du secteur des transports, c'est vrai aussi du chauffage de certains bâtiments, de l'alimentation en énergie de certains procédés industriels. Donc, toute cette consommation énergétique-là, il faut la décarboner et pour ce faire, ça va passer en grande partie par un remplacement, une substitution de cette énergie-là par de l'électricité verte. Donc, comment ça se traduit? Bien évidemment, ça se traduit par une forte augmentation de la consommation d'électricité au Québec dans les prochaines années. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est, bon, le titre le dit, la trajectoire projetée des besoins en électricité au Québec d'ici à 2050. Pourquoi 2050? C'est souvent l'horizon qu'on utilise en fait pour fixer les cibles de décarbonation complète, donc de carboneutralité. Donc, comme vous le voyez, là, pour atteindre la décarbonation complète à l'horizon 2050, on l'a souvent entendu, ça va requérir, grosso modo, le double, en fait, d'électricité au Québec. Nous, chez Hydro-Québec, on aime bien utiliser l'horizon 2035 comme un point mitoyen. Pourquoi? Parce que, vous savez comme moi qu'il y a énormément d'incertitudes avec un horizon aussi lointain que 2050. Donc, un horizon 2035 d'une décennie, ça nous permet là, de pouvoir planifier de manière beaucoup plus concrète nos stratégies, les gestes à poser pour s'assurer qu'on s'enligne vers la bonne trajectoire, mais tout en gardant en tête qu'on a l'objectif de décarboner complètement notre économie à l'horizon 2050. Donc, quand on regarde la projection de l'électricité additionnelle qui va être requise à l'horizon 2035, c'est un 60 TWh supplémentaire qui va être à ajouter. Aujourd'hui, grosso modo, là, la consommation est d'environ 200 TWh, donc c'est quand même une augmentation significative. Et c'est un chiffre que je vous invite à garder en tête parce que tout à l'heure, on va regarder ensemble comment la filière éolienne est appelée à contribuer, à répondre en fait là, à ces besoins additionnels-là en électricité dans la prochaine décennie. La figure de droite, donc, que vous voyez à l'écran, c'est une figure qui illustre, en fait, à quoi va servir cette électricité additionnelle-là dans la prochaine décennie. Et c'est pour montrer, en fait, qu'il y a, bien sûr, donc, de la substitution, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est ce que vous voyez là à gauche de la figure. Mais il y a aussi de la croissance. Vous allez l'entendre souvent, ça a été mentionné d'ailleurs d'entrée de jeu par Maude, la décarbonation de l'économie, la transition énergétique, ça peut être aussi un moteur de développement économique pour notre communauté. Donc, ça fait un gain qui, pour la plupart des usages, là, est double, comme on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation de ce matin. Donc ça, c'est, je vous dirais, là, le besoin. Ça met la table sur nos stratégies. Donc, qu'est-ce qui a été mis de l'avant du côté d'Hydro-Québec pour la prochaine décennie? Stratégies dans lesquelles s'inscrit le développement de la filière éolienne. On va le regarder dans quelques instants. Donc, Maude faisait allusion au plan d'action 2035. C'est notre planification stratégique à Hydro-Québec. Habituellement, on le fait sur un cycle de 3 ou 4 ans. Exceptionnellement, l'année dernière, on a décidé de le faire sur un cycle de 10 ans, donc à l'horizon 2035. Pourquoi? Parce que les temps de cycle, évidemment, là, dans le secteur énergétique sont extrêmement longs et l'ampleur des besoins additionnels est telle que ça nécessitait là, une plus grande prévisibilité, de sorte aussi à donner un signal, je dirais, à l'écosystème plus large, pour qu'on soit en mesure là, de tous jouer notre part dans ce grand projet de société
qui est la transition énergétique du Québec. Donc, rapidement, je vous montre là, les 5 grandes orientations du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Je ne vais pas aller dans le détail, mais simplement là, vous les mentionner pour bien contextualiser la suite de notre discussion. Donc, bien sûr, améliorer la qualité du service, je pense que je surprendrai personne. Hein? Nous sommes tous des clients d'Hydro-Québec et on ne peut pas faire autrement que de constater que dans les dernières années, on a vu une augmentation des pannes, par exemple, donc des interruptions de service. Il y a une partie donc, de ce contexte-là qui est due au fait que les actifs électriques au Québec ont un certain âge. Donc, ça fait déjà plusieurs décennies que ces actifs-là ont été construits. Mais il y a aussi une intensification et une multiplication des événements météorologiques extrêmes. Je pense qu'on ressent tous là, les impacts des différentes tempêtes de verglas, par exemple, qui mettent à mal beaucoup là, des actifs électriques sur le réseau. Donc, il y a déjà un grand travail à faire là, de la part d'Hydro-Québec, puis c'est déjà amorcé, pour s'assurer que le service qu'on offre, on en accroît la qualité. C'est vraiment, avant d'ajouter, là, c'est important de s'assurer qu'on offre le meilleur service possible à nos clients. Par la suite, vous l'avez peut-être entendu comme moi dans les dernières années, on dit souvent que les meilleurs projets en énergie sont ceux qu'on ne fait pas. Donc, évidemment, ce sont des coûts qu'on réussit à éviter, ce sont des infrastructures qu'on n'est pas obligé d'ajouter. Donc, c'est vraiment une priorité pour Hydro-Québec d'être au rendez-vous et d'aider toute la clientèle, quel que soit le profil de la clientèle, à faire une meilleure consommation de l'énergie. Aujourd'hui, les technologies nous offrent des nouvelles possibilités. Donc, je suis certaine là, qu'il y a des clients d'ILO dans les participants aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. Mais en termes d'efficacité énergétique, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à nous. Parfois, par contre, ça demande encore une fois là, des connaissances un petit peu plus poussées pour être capable d'en bénéficier. Donc, Hydro-Québec a définitivement un rôle à jouer pour accompagner là, sa clientèle pour être en mesure de faire des économies d'énergie et ainsi là, éviter de déployer des infrastructures, des nouvelles infrastructures là, qui pourraient être évitées en partie du moins. Troisième grande orientation, on va en parler là, pour les minutes qui nous restent, augmenter la production d'électricité. Donc, les économies d'énergie, c'est important d'en faire. Ça ne nous permettra pas de répondre à l'ensemble des besoins supplémentaires qu'on a regardés ensemble tout à l'heure. Donc, ça va être absolument clé. Je n'en dirai pas plus pour le moment, étant donné que ça va faire l'objet de notre discussion des prochaines minutes. Collaborer plus étroitement avec les communautés autochtones. Donc, ça, c'est un incontournable et vous allez voir que c'est absolument clé à la stratégie de développement éolien. J'ajouterais aussi collaborer avec le milieu municipal et vous allez voir en fait que le partenariat, la notion de partenariat est en fait entièrement centrale là, à la stratégie dont il va être question dans les prochaines minutes. Puis finalement, devenir une organisation agile, innovante, transparente. On l'a entendu, ça aussi, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Parfois, Hydro-Québec a eu la réputation d'être assez opaque dans ses pratiques. Donc, avec le plan d'action 2035, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre, c'est-à-dire d'être davantage ouvert, plus transparent sur les besoins, sur les moyens qui sont pris pour y répondre. Pourquoi? Parce que la transition énergétique, c'est vraiment l'affaire de tous. Et si on veut, en fait, que tout le monde joue son rôle, donc il y a un engagement actif dans les stratégies qu'on va mettre de l'avant. Évidemment, le minimum, c'est de donner l'information qui est requise pour permettre à tous de jouer leur rôle. Donc, c'était une longue entrée en matière, mais je pense que ça valait la peine parce que avant de parler d'éolien, encore une fois, c'est important de comprendre pourquoi on mise tant sur cette filière-là
et c'est pour répondre aux besoins additionnels en électricité là, qu'on a regardé ensemble tout à l'heure. Donc, je vous ai invité un petit peu plus tôt à garder en tête le chiffre de 60 TWh de besoins supplémentaires en énergie qui était envisagé à l'horizon 2035. Ce que vous voyez là sur la figure de gauche à l'écran, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai invité à le faire. Et c'est pour vous démontrer en fait le rôle central qui est appelé à jouer l'énergie éolienne dans la réponse à ces besoins additionnels-là en énergie dans la prochaine décennie. Donc, vous voyez là qu'il est prévu, c'est dans les cartons, que l'éolien réponde à plus de la moitié de ces nouveaux besoins-là. Donc, d'où la pertinence de collectivement s'informer davantage sur cette filière-là, étant donné qu'elle va vraiment jouer un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique au Québec. Vous avez peut-être entendu citer la cible de 10 000 mégawatts de capacité installée à l'horizon 2035 là, au niveau de la filière éolienne. Donc, ça, c'est vraiment, je vous dirais, l'empreinte physique, la capacité des éoliennes qui vont être déployées là, dans les prochains 10 ans. La filière éolienne, je vous le disais, va jouer un rôle de plus en plus grand. Ce n'est pas une filière qui est entièrement nouvelle, donc certains parmi vous le savez certainement parce que vous êtes des acteurs qui avaient, pour certains, là, pris un rôle, joué un rôle dans les 4000 mégawatts installés d'éoliens qui sont présentement en exploitation au Québec. Donc, c'est vraiment une accélération. On voit un redémarrage, certains diront, parce qu'il y a eu une pause là, de près d'une décennie entre les derniers projets éoliens et ceux qui sont actuellement en développement. Donc, ce n'est pas une filière qui est nouvelle, c'est quelque chose qui est déjà bien implanté dans le réseau. On assiste simplement à une accélération du déploiement là, pour les prochaines années. Une accélération de cette envergure-là, ce n'est pas sans défi. Et ce sont ces défis-là qui sont à la base, en fait, de la nouvelle stratégie de développement éolien là, dont il est question aujourd'hui. Les défis que vous voyez à l'écran, je pense qu'ils risquent de ne pas vous surprendre, mais c'est important de se les remémorer, je vous dirais, étant donné qu'en plus là, des besoins additionnels en électricité, c'est ce qui explique, en fait, l'ajustement, l'adaptation du modèle de développement là, qui a été mis de l'avant au printemps dernier. Évidemment, l'acceptabilité sociale, de nouvelles infrastructures énergétiques, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qu'on intègre dans les communautés. Donc, ce sont des projets qui ne peuvent pas se faire sans acceptabilité sociale. Donc, c'est un défi. Il y a des moyens d'aller chercher cette acceptabilité-là. Ça passe beaucoup par l'information. Mais c'est quelque chose là, qui est absolument central là, à la suite des choses. La coordination avec l'évolution du réseau de transport d'électricité. Donc, ça, c'est une contrainte qui est réelle, c'est-à-dire qu'on peut déployer beaucoup de parcs éoliens. Encore faut-il être capable de les connecter au réseau de transport pour être capable d'acheminer l'électricité qui est produite jusqu'au lieu de consommation. Le réseau de transport d'Hydro-Québec, donc, à plusieurs endroits, est saturé à pleine capacité. C'est-à-dire qu'il y a des ajouts, des rehaussements, des nouvelles constructions qui sont requises pour être en mesure là, d'intégrer davantage d'électricité. L'accès à la main-d'œuvre, ce n'est pas spécifique au réseau d'Hydro-Québec, ce n'est pas spécifique même au secteur de l'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup question là, de la rareté de la main-d'œuvre. Donc, ça aussi, c'est un défi qui est réel là, si on veut être en mesure d'atteindre nos objectifs. L'accès aux équipements, donc la transition énergétique, la croissance de la demande en électricité, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai ailleurs. Donc, ça aussi, ça crée certains défis au niveau de l'accès aux équipements, la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, là, encore une fois, pour déployer des infrastructures de cette envergure-là. Et finalement, l'atteinte d'économies d'échelle. Donc,
Hydro-Québec, à la base, notre mission, c'est d'offrir un service fiable, de qualité, à l'ensemble de notre clientèle, et ce, au meilleur coût possible. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose là, qu'on a en tête à tous les instants, comment on est capable de limiter le plus possible l'impact sur les tarifs en électricité que payent l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Et l'atteinte, donc, d'économies d'échelle, mais évidemment, c'est une façon de garder nos coûts de projet sous contrôle et de limiter cet impact-là sur les tarifs que paye l'ensemble de la clientèle. Donc, ça, ce sont les différents défis qui nous ont amenés à publier au printemps dernier, donc au printemps 2024, la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec. La stratégie, donc, vous la voyez dans la colonne de droite, donc la colonne en bleu, en quoi ça consiste. Mais avant de la détailler, je vous mentionnerai que c'est un nouveau modèle de développement éolien qui va cohabiter avec ce que j'appellerais le modèle historique, donc le modèle qu'on connaît d'appel d'offres, où Hydro-Québec est simplement, je vais utiliser des guillemets ici, simplement acheteur de l'électricité qui est produite par le secteur privé. Donc, le modèle d'appel d'offres, tel qu'on le connaît, est appelé à se poursuivre dans les paramètres qu'on connaît également et la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, donc pour des projets à grande échelle, vient s'ajouter simplement là, pour répondre à quelques-uns des défis qu'on a vus précédemment, puis de manière complémentaire, là, être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins qui sont envisagés. Donc, le tableau que vous voyez à l'écran, je n'irai pas dans le détail de chacune des lignes par souci de temps, mais ça vous donne quand même là, quelques nuances entre les deux modèles qui vont se côtoyer. Donc, au niveau de la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, on est vraiment dans des projets, des développements de très grande envergure, à grande échelle, donc autour d'un potentiel donné pour une région là, de 1000 MW ou plus, alors que dans le modèle traditionnel, on est dans des projets qui sont de moins de 350 MW. Évidemment, ce n'est pas immuable, mais ça vous donne une idée. Au niveau du rôle d'Hydro-Québec, donc, en plus des rôles traditionnels de raccorder les parcs éoliens, d'être acheteur de l'électricité, on vient ajouter un rôle beaucoup plus actif de la part d'Hydro-Québec pour coordonner, piloter de concert avec des partenaires le développement de ces projets à grande échelle-là, en plus d'avoir un rôle de copropriétaire de ces actifs éoliens-là, donc d'actionnaire dans les projets. Je vous le disais d'entrée de jeu, les partenariats sont au centre de la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec. Donc, puis quand je dis au centre, là, on parle ici d'une implication dès les premières étapes de l'élaboration des projets. On va voir ensemble quelles sont ces étapes-là. Et d'actionnariat également. Donc, de réels partenariats avec les communautés dans lesquelles on retrouve là, un potentiel éolien à grande échelle. On est convaincu que pour atteindre des objectifs aussi ambitieux que ceux que j'ai nommés un petit peu plus tôt, ça va prendre l'apport de tous. Donc, c'est une stratégie au sein de laquelle on va vouloir continuer à travailler avec des entreprises qui sont actives dans le secteur privé et qui ont développé toute une expertise au cours des dernières décennies, au Québec, mais ailleurs aussi, pour s'assurer là, qu'on développe les meilleurs projets et qu'on arrive à atteindre nos cibles. Et je vous dirais que la grande distinction, la grande valeur ajoutée, c'est d'être en mesure, de par le rôle qu'Hydro-Québec a et la visibilité qu'on a également sur l'évolution du réseau de transport, de planifier un développement éolien qui est coordonné avec l'évolution du réseau de transport et ainsi de débloquer des zones qui sont plus considérables, plus conséquentes que ce qu'on était capable là, de développer dans le cadre du modèle traditionnel d'appel d'offres où on se contentait, entre guillemets,
d'exploiter la capacité résiduelle du réseau de transport. Donc, la stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, nos projets à grande échelle dont j'ai parlé, autour du 1000 MW ou plus, comment ça fonctionne dans les faits? Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les grandes étapes qui vont mener, en fait, parce qu'on est au balbutiement encore là, au moment où on se parle, à la réalisation des projets éoliens structurants dont je faisais mention un petit peu plus tôt. Donc, nous, ce qu'on fait, évidemment, on regarde l'ensemble de la province et on regarde, bien, sans surprise, où il y a du vent. Donc, où il y a du vent, où il y a possibilité, moyennant certains investissements sur le réseau de transport, d'intégrer de la nouvelle production éolienne en grande quantité, en grand volume. Une fois qu'on a priorisé les meilleures zones, les zones à plus fort potentiel, bien, tout de suite, on va dans les communautés qui sont présentes dans ces zones-là pour voir s'il y a intérêt de la part des communautés d'explorer les prochaines étapes de développement de ce potentiel-là avec nous, à titre d'actionnaire, puis à titre de partenaire dans l'ensemble des étapes de développement des projets. Et c'est uniquement à ce moment-là, donc une fois qu'on a conclu une entente de partenariat avec les communautés, qu'on passe à la prochaine étape de développement actif, donc de conception préliminaire des futurs parcs éoliens, de consultation aussi, évidemment, avec les milieux d'accueil pour optimiser les projets et aller chercher cette acceptabilité sociale-là dont je parlais un petit peu plus tôt, parce que je pense que c'est important de faire une distinction entre les ententes de partenariat, donc qui sont conclues avec, entre Hydro-Québec et les élus, et l'acceptabilité sociale. Donc, une fois qu'on a une entente de partenariat, bien, c'est essentiel d'aller sur le terrain, dans les communautés, comprendre quelles sont les contraintes, comprendre comment est utilisé le territoire, de sorte là, à développer des projets qui vont s'intégrer de manière harmonieuse dans les communautés. Donc, où on en est à l'heure actuelle, on a annoncé depuis l'été dernier 3 ententes de partenariat. Donc, je faisais la nuance un petit peu plus tôt là, sur de quoi il s'agit. C'est vraiment la première étape pour nous de dire il y a du potentiel éolien dans une zone donnée. Il y a des communautés qui sont intéressées à être partenaires dans le développement de ces grands projets-là. Et c'est là que le travail, conjointement, débute. Donc, je vais terminer là-dessus, simplement vous rappeler plutôt, parce que je pense, encore une fois, que je m'adresse à un public qui est bien au fait, vous rappeler les 3 ententes de partenariat qui ont été annoncées jusqu'à maintenant. La première, c'est celle de la zone Chamouchouane l'été dernier pour un potentiel pouvant aller jusqu'à 3000 MW, évidemment. Le travail reste à faire là, pour préciser les projets, s'entendre avec les utilisateurs du territoire là, sur les différents paramètres. Mais c'est une zone qui est assez considérable dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui pourrait, là, encore une fois, nous donner accès à un potentiel de jusqu'à 3000 MW. Deuxième entente convenue à l'automne dernier, la zone Wojawsin, dans la région du Bas-Saint-Laurent, qui donc regroupera en ferme une capacité qui pourrait atteindre jusqu'à 1000 MW. Donc, deuxième entente convenue avec les partenaires communautaires. Et la plus récente, celle de la zone de Nottingham-Chauvin, donc aussi dans la grande région, je dirais, parce que c'est vraiment une région qui s'étale sur un territoire assez vaste, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là aussi, un potentiel qui pourrait atteindre jusqu'à 1000 MW. Donc, le travail se poursuit. Hein? Il reste énormément là, de travail de consultation à faire, de conception et de développement pour aboutir là, à des projets concrets qui, éventuellement, seront mis en service. Mais ça vous donne une idée quand même d'où on en est jusqu'à maintenant et du travail devant nous là, pour concrétiser
ces potentiels-là. Je conclurai simplement en réitérant que ce qui est absolument central à la stratégie de développement éolien du Québec, en fait, je ne devrais pas dire simplement celle d'Hydro-Québec, mais vraiment du Québec, c'est la notion de partenariat. Je vous le disais tout à l'heure, la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. On pense qu'Hydro-Québec, de par sa présence, sa connaissance de l'électricité puis du réseau, peut jouer un rôle de moteur, de coordonnateur. Par contre, ça va vraiment prendre l'apport de tous, que ce soit les clients, les communautés, les entreprises du secteur privé qui ont toutes sortes d'expertises pour être en mesure d'aller chercher le plein potentiel à la fois énergétique, mais aussi le plein potentiel d'essor économique que peut représenter la transition énergétique et tout particulièrement le développement de la filière éolienne. Donc voilà, c'est ce qui conclut la présentation que j'avais pour vous ce matin. Maude, je me suis rendue jusqu'à midi. Toutes mes excuses, mais je propose qu'on se donne quelques minutes de plus pour être en mesure de prendre quelques questions. C'est très généreux de ta part. On a effectivement quelques questions qui ont été adressées dans le question-réponse. Donc, tout d'abord, on voudrait savoir pourquoi les besoins en énergie additionnelle d'ici 2035 doivent provenir de l'éolien. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités comme ressources énergétiques? Bien, c'est une excellente question. Puis effectivement, je suis allée très rapidement à l'éolien, étant donné que c'était notre sujet de prédilection. Mais la réponse, c'est non. En fait, il va y avoir d'autres filières là, qui vont être en mesure de contribuer. Vous savez, vous avez peut-être entendu qu'on va faire des avancées au niveau de la filière solaire. Donc, on se prépare à la publication d'un appel d'offres pour aller chercher des projets du côté de la filière solaire. L'hydroélectricité aussi va permettre là, certains ajouts. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vraiment en fait, c'est plus de 50% de ces besoins-là qui vont être comblés par l'éolien. Par contre, une conviction qu'on a, c'est que vu l'ampleur des besoins de la transition énergétique, là, c'est vraiment toutes les technologies renouvelables là, qui vont devoir être mises à contribution pour y arriver. Ça fait bien le pont, probablement, avec la prochaine question. On nous demande quelle sera la stratégie pour combler les pertes de puissance lorsque le vent n'est pas disponible ou durant les bris, les maintenances. On sait qu'il pourrait y avoir une perte soudaine de plusieurs mégawatts sur le réseau. Donc, quelle est la stratégie pour adresser ça? Bien, c'est une excellente question. Puis en fait, ça me permet probablement là, de revenir avec une information que j'ai sauté, entre guillemets, là, par souci de rentrer dans les temps. Mais donc, Hydro-Québec, ce qu'on fait, quand on fait la planification énergétique, on projette la croissance des besoins en électricité. Et par la suite, on a des outils de modélisation qui nous permettent de déterminer quelle est la meilleure combinaison de technologies de production d'électricité là, qui va nous permettre de répondre à ces demandes-là. Et c'est ce qui nous a permis d'identifier que l'éolien jouerait un rôle aussi important là, dans l'évolution du mix énergétique dans les prochaines années. Puis, parmi les raisons pour lesquelles l'éolien est ressorti de manière aussi favorable, il y en a quelques-unes. Donc, d'une part, c'est une technologie qui est mature, une technologie qui est bien connue. Donc, les coûts sont intéressants d'un point de vue économique. C'est une filière qui se déploie relativement rapidement. Je veux dire relativement parce que c'est sûr, si on compare à l'hydroélectricité, par exemple, ça se déploie beaucoup plus rapidement. Et une autre des raisons pour lesquelles, puis j'arrive donc à la question qui a été posée, une autre des raisons pour lesquelles l'éolien va être appelé à jouer un rôle aussi important, c'est parce que c'est une forme de production d'énergie qui est extrêmement complémentaire avec le parc d'actifs actuel du Québec, qui compte notamment sur de l'hydroélectricité en grande quantité, hein, évidemment, je ne surprendrai personne, et de l'hydroélectricité avec grands réservoirs. Les grands réservoirs, ce que ça nous permet de faire, c'est de stocker
de stocker de l'électricité. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, là, des fois on dit nos réservoirs hydroélectriques, c'est comme une grande batterie. Donc, pour répondre à la question, en fait, ce qu'on va faire, c'est que Hydro-Québec, comme opérateur de réseau, on a la capacité de combiner les différentes formes de production pour s'assurer qu'on maintient là, la fiabilité et la stabilité du réseau en tout temps. Donc, si jamais nos éoliennes sont à l'arrêt, soit pour de la maintenance, soit parce qu'il n'y a pas d'apport en vent pendant une journée donnée, bien, l'eau qu'on a de stocker dans nos réservoirs hydroélectriques vont nous permettre de maintenir le service là, au même niveau, sans impact sur la clientèle. Merci Camille. J'en prends une dernière parce que je sais qu'il y a plusieurs MRC qui sont à l'écoute aujourd'hui. Quelqu'un nous demande que veut dire le rôle variable des municipalités et des communautés autochtones dans les projets de taille standard. Peux-tu expliciter un peu? Absolument, absolument. Bien, ce que ça veut dire, en fait, puis je vous dirais la raison pour laquelle il était inscrit variable, c'est parce que, d'une part, ça va varier d'un projet à l'autre dans le modèle d'appel d'offres, puis d'autre part, ça varie dans le temps aussi. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les parcs en exploitation qui existent au Québec ont été mis en service là, pour beaucoup d'entre eux au début des années 2000, puis déjà depuis cette époque-là, on a vu une évolution au niveau du rôle que les partenaires communautaires ou les communautés d'accueil, je devrais dire, de ces projets-là ont été le rôle que les communautés ont été appelées à jouer. Donc, il y a un modèle, par exemple, où on reçoit des redevances. Donc, on verse là, des redevances, donc des sommes d'argent au milieu d'accueil dans le cadre du développement et de l'exploitation d'un projet éolien. Mais de plus en plus, je dirais, même dans le modèle d'appel d'offres, le rôle de partenaire dans le développement est de plus en plus mis de l'avant. Donc, ça, c'est une forme, je vous dirais, d'engagement supplémentaire qui est souhaité et qui est démontré par les communautés d'accueil de ces projets éoliens-là qui veulent avoir leur mot à dire dans la manière dont vont être développés les projets, qui veulent gagner une expertise aussi. Donc, la raison pourquoi c'est variable, c'est simplement parce que ça varie d'un projet à l'autre, puis ça varie à travers le temps également. Puis ça varie aussi en fonction des préférences de chacune des municipalités, des communautés, des Premières Nations inuites qui cohabitent là, avec ces projets-là. Donc, c'est parce qu'il y a vraiment là, une panoplie de formes que l'implication des communautés peut prendre là, en fonction des différents projets. Merci beaucoup, Camille. On a dépassé le temps. On aurait eu une autre question, mais elle sera traitée en fait dans notre webinaire de la semaine prochaine. On va recevoir Mélissa Gagnon et Maria Fernandez du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Elles vont venir nous présenter la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement applicable au projet éolien. Donc, la personne qui avait une question à ce sujet-là et toutes les autres, évidemment, je vous invite à vous inscrire au webinaire du 15 avril qui porte explicitement là-dessus et aux autres webinaires qui restent dans notre programmation de ce printemps. Alors, sur ce, merci beaucoup à Camille de sa générosité dans la présentation. Et merci à tous de vous être connectés ce matin. Bonne journée. Merci.